Bonjour à tous. Merci d'être là pour cette co-commission RSE-ODD RH du CIAN, que je vais animer avec Pierre-Samuel Guedj, Bonjour. qui dirige la commission RSE que tout le monde connaît, je pense, ici, sur les nouveaux enjeux RH en Afrique. Alors, nous sommes ravis d'avoir comme intervenant physiquement à Paris Patrick Plactor, qui est managing partner d'Alexander Hughes et qui est notre invité préféré, puisque c'est au moins la cinquième fois qu'il intervient. Au moins. Voilà. Et qui a eu la gentillesse de nous mettre en contact avec Reda Bendedouche et Michael Ratovosson de Axian, qui sont en ligne, donc qu'on remercie d'être là. Est-ce que vous nous entendez bien? Oui, très bien. Parfait. Donc, rapidement, pour ceux qui, malgré tout, ne le connaissent pas, donc Patrick Plactor est managing partner du cabinet de recrutement Alexander Hughes. Voilà, il a eu avant une longue carrière de DRH dans des groupes comme Gap, The Phone House, Richard Ellis, et donc il s'occupe des recrutements de cadres dirigeants sur le continent africain depuis bientôt 7 7 ans. ans. Oui, c'est ça, 7 ans. Voilà. Michael Ratovosson, lui, a commencé sa carrière dans le domaine de la distribution pétrolière, d'abord à l'Office des hydrocarbures, à la réglementation, puis à la Société de logistique pétrolière, où il était directeur des ressources humaines et directeur juridique, avant, en 2015, d'intégrer Telma à Madagascar. Et donc, il est aujourd'hui DRH du groupe Axian. Monsieur Ratovosson, je ne me suis pas trompé? Non, non, pas du tout, c'est tout à fait exact. Bon, merci. Et donc, Reda Bendedouche, lui, a démarré sa carrière en Algérie au service des ressources humaines de Unilever. Il a ensuite intégré le groupe Ooredoo, opérateur local, donc sur la partie Customer Care, avant d'évoluer sur des fonctions RH et de devenir le DRH du groupe jusqu'en 2017. Il a fait un passage ensuite chez EY sur la partie Capital Human Advisory avant, depuis 2023, de rejoindre la partie télécom d'Action et donc d'être le DRH de la division télécom. Monsieur Bendedouche, pas de correction, je me suis... Non, ça va, Igor. À quelques détails près, Bon, bon. c'est parfait. Au rideau étant juste pour précision, Oui. c'est vrai que j'étais CHRO pour l'entité locale du groupe Orido qui lui, un grand conglomérat qatari. Voilà. Merci de la précision, effectivement. Alors, avant de commencer, on va aborder d'abord, dans un premier temps, la partie enjeu RH avec la question de la gestion des talents et de la transformation RH sur le continent. Ensuite, dans un deuxième temps, là, ce sera Pierre Samuel abordera le sujet des droits humains et leur connexion justement avec les enjeux RH en entreprise. Et puis, nous terminerons par cette saison tout ce qui est IA et nouvelles technologies dans la gestion des ressources humaines en entreprise. Avant ça, je vais laisser Monsieur Ratovosson présenter le groupe Action parce que, alors nous avons reçu Océane, Monsieur Irigi en déjeuner débat il n'y a pas longtemps, mais voilà, on ne connaît pas forcément toutes les facettes du groupe Action, avec la partie télécom et peut-être la plus célèbre et la plus réputée, la plus reconnue à l'extérieur, mais le groupe Action intervient aussi dans d'autres domaines comme l'énergie, la distribution pétrolière. Donc je vais peut-être Monsieur Ratovosson faire une courte présentation du conglomérat Action et de tous les secteurs dans lesquels vous intervenez. D'accord. Je vous remercie. Tout d'abord, je tiens à saluer tous ceux qui sont présents à cette conférence lucienne et c'est avec grand plaisir que nous participons à cette conférence. Donc, pour parler du groupe Action, pour parler très rapidement du groupe Action, c'est un groupe panafricain qui est présent dans 21 pays d'Afrique, dans 21 pays, et qui opère dans 5 secteurs d'activité spécifiques, notamment l'énergie, Digibank et FinTech, l'immobilier, les services financiers, et comme vous l'avez très bien souligné tout à l'heure, les télécoms, qui occupent une grande place des activités du groupe. Nous avons aujourd'hui 9700 collaborateurs
un chiffre d'affaires de 2,75 milliards de dollars à fin 2024. Et nous sommes le sixième opérateur de télécommunications en Afrique et le cinquième plus grand acteur fintech en Afrique. Donc, si on peut passer au slide suivant. Donc, notre présence en Afrique, bon, telle que vous la voyez, nous sommes présents aussi bien dans l'océan Indien, qui a été le berceau du groupe, où tout a commencé, à Madagascar. Et il y a eu une expansion de nos activités en Afrique, dans l'océan Indien d'abord, en premier. Puis, nous nous sommes exportés vers l'Afrique de l'Ouest, au Sénégal, puis progressivement en Afrique de l'Est et en Afrique centrale à travers toutes nos activités, essentiellement télécom et énergie, qui ont fait que nous sommes un peu présents partout. Nous avons des investissements indirects également dans plusieurs pays qui sont marqués en blanc, mais c'est des investissements indirects à travers des fonds d'investissement. L'écosystème de nos entreprises, donc je vais commenter essentiellement, comme je vous l'ai cité tout à l'heure, nous avons plusieurs marques donc à l'intérieur des 5 clusters d'activités. Pour faire un petit focus sur Télécom, nous sommes présents dans la partie MNOs, donc Mobile Network Operations, et dans la partie infrastructure, notamment sur les tours télécom, la fibre optique et les data centers. Côté énergie, nous sommes présents dans deux sous-filières. Donc, la première, l'oil and gas, puisque nous avons deux compagnies pétrolières. Et dans la partie green transition où nous travaillons sur essentiellement l'énergie à partir de panneaux solaires. Euh, donc, oui, donc notre ADN et nos valeurs, hein, donc notre raison d'être aujourd'hui, c'est que nous, on souhaite garantir à chacun en Afrique un accès fiable, abordable et durable aux infrastructures et services essentiels numériques, énergétiques, financiers et immobiliers. Et nous, notre vision, c'est de voir émerger une Afrique où chaque individu, opérateur et territoire peut déployer pleinement son potentiel, maîtriser son avenir et contribuer à un développement souverain, inclusif et durable. Et évidemment, donc, la mission qui en découle, c'est on veut concevoir, déployer et opérer des solutions numériques, financières, énergétiques et immobilières répondant aux besoins essentiels et améliorant le quotidien des Africains. En termes de valeurs, donc les valeurs qui nous animent sont l'audace, la passion, l'innovation, l'engagement. On parlera tout à l'heure, un peu plus tard, on abordera le sujet de la culture d'entreprise. Donc, on a aussi, en plus de ces valeurs, un leadership modèle qui guide nos actions au quotidien. Dans notre façon de faire du business, donc on a un modèle d'impact positif. Donc nous, à chaque fois qu'on fait qu'on fait une opération, donc on pense aux 3 P. Planète d'abord. Quels sont les impacts que l'activité peut avoir sur la planète, sur les gens, people, et enfin, évidemment, comme on est une entreprise, il faut qu'on pense au profit. Mais c'est à chaque opération, chaque activité que nous lançons, chaque projet, en fait, ces 3 facteurs sont screenés et sont pris en compte avant de lancer une activité. Donc, en termes d'impact positif, en quelques chiffres, donc nos activités à fin 2024 ont généré un PIB de 1,87 milliard de dollars, soit 1,1% du PIB consolidé de Madagascar, Tanzanie, Sénégal, Togo et Ouganda. On a, à travers nos activités, nous avons soutenu l'emploi de 429 000 personnes à travers le fonctionnement et les financements d'actions. Rien qu'en 2023, on avait recruté 1639 personnes et pareil en 2024, nous avons recruté également environ 1800 personnes. Donc, c'est une activité en forte croissance. Un poste à responsabilité sur 3 est occupé par une femme, un tiers des actifs. Donc, on est à 33%. 195 000 heures de formation avec notre université d'entreprise, réalisées avec notre université d'entreprise en 2025. On a 42 millions de clients mobiles en Afrique et dans l'océan Indien, 24 millions de clients en mobile money en Afrique
et toujours dans l'océan Indien, et à travers notre marque Relight, qui est spécialisée dans l'électrification rurale. On a, nos activités ont atteint 500 000 personnes à l'énergie solaire dans 186 villages Quelle à chance. Madagascar et au Mali. Et 80% des activités Mais je vais dire. des centrales installées sont en énergie renouvelable. Comme je vous l'avais dit également, sur le côté télécom, on est très présent dans la fibre optique. Donc, en Afrique, on a 50 kilomètres, on a pu mettre en place 50 kilomètres, 50 000 kilomètres de câbles et de fibre optique partout en Afrique. Et notre gouvernance, vous avez eu l'occasion de rencontrer Asnan Iriji, qui est l'un de nos chief executive, qui est l'un de nos CEO. Et le groupe est dirigé par donc Asnan et son frère Amin Iriji, qui est le co-CEO. Voilà donc, mesdames et messieurs, en quelques mots, le groupe Action et ses activités. Très Merci. bien. Donc, merci beaucoup, Michael. Donc, nous, on va s'occuper de deux des trois P, puisqu'on va être sur la partie People et Planète. Donc, on va démarrer par le côté People. Donc, je me tourne vers Patrick Plactor. Donc, aujourd'hui, pour toi, Patrick, les enjeux RH, les tendances, quelles sont-elles sur le continent? Enfin, comment tu vois les choses? Alors, bonjour à tous, je vais avoir un tropisme, ce qui est sur les enjeux du recrutement, qui pour moi est un enjeu important. Michael a parlé tout à l'heure des nombres de recrutements qu'ils ont effectués depuis 2021 jusqu'à aujourd'hui. Ce que je peux dire, c'est que l'emploi est en pleine transformation sur le continent africain. Et cette transformation est due à plusieurs choses. La croissance démographique, elle est due à l'urbanisation du continent, à la digitalisation et au développement de nouveaux secteurs économiques. Ce qui fait qu'aujourd'hui, que je ne dirais pas qu'il y a une pénurie, mais on a du mal à trouver les compétences sur le continent. La concurrence s'intensifie, je dirais pratiquement partout, notamment la concurrence sur le recrutement des cadres dirigeants. Il y a quelques secteurs clés sur lesquels on a une forte tension, la technologie, la finance. Alors l'Afrique, on dit souvent que l'Afrique n'est pas bancarisée, mais l'activité financière est très importante dans nos contrées, notamment par les institutions financières en veux-tu, en voilà, sur le continent. L'énergie, euh, qui, euh, qui est sous tension aussi, la santé et puis les télécommunications. Alors, si je prends ces secteurs-là, on retrouve pratiquement l'ensemble des secteurs que Michael nous a cités dans sa présentation. Et l'autre chose qui fait que le travail se tend sur le continent, c'est le travail à distance. Contrairement à ce qu'on pense, le télétravail se vulgarise beaucoup sur le continent, même s'il y a des difficultés de connexion. Ce qui permet aujourd'hui de proposer aux candidats, en tout cas aux salariés, des opportunités internationales, mais ce qui accroît aussi la compétition entre les employeurs locaux et les employeurs étrangers. Donc, on a cette tendance-là. Après, à ça, on apporte des réponses. Peut-être que tu en parleras dans un deuxième temps. Oui, alors juste peut-être, alors juste par rapport à ce que tu dis, vous messieurs, sur ce qu'explique Patrick, c'est-à-dire cette tension sur les recrutements, on va dire ces cadres qui sont un peu difficiles à trouver, cette concurrence, est-ce que vous la ressentez? Parce que d'autant que voilà, vous êtes présent sur plusieurs secteurs d'activité, sur plusieurs pays d'Afrique, donc comment Action est très visible, et a une réputation d'excellente réputation sur le continent, mais est-ce que vous-même, vous avez quand même des difficultés à recruter? Et si oui, voilà, quel type de profil et où? Donc, bonjour à tous, à tous les participants. Et encore une fois, hein, merci beaucoup Patrick et Igor pour cette invitation. C'est un grand honneur pour moi. Ben oui, pour compléter ce que disait Patrick, je vais prêcher un peu pour ma paroisse, hein. Je vais faire un zoom
sur l'activité et le domaine des télécoms. Il est vrai que, et je suis tout à fait d'accord avec ce que disait Patrick, hein, aujourd'hui, le marché africain est en pleine croissance sur beaucoup de secteurs d'activité. Et le télécom est un des secteurs qui croît le plus rapidement en termes de volumétrie et en termes de revenus aussi. Je pense que c'est même un secteur d'activité qui est dans le top 3. Aujourd'hui, ce qu'on observe sur le marché des talents, c'est qu'il y a une grande double tension entre rareté de profil et compétition internationale. Parce que très rapidement, quand on rentre dans ce genre de secteur d'activité, on devient visible à l'international et on rentre dans un marché très compétitif. Et du coup, on se retrouve c'est toujours les mêmes acteurs, hein. Par exemple, nous, on est top 6 dans les télécoms en Afrique. Donc, on est toujours six acteurs à se disputer exactement le même pool de talents qui, des fois, si on le mesure à une échelle locale, on se dispute des fois des viviers sur un même profil de 10 à 15 personnes. Tout à l'heure, Patrick parlait de profil. Je confirme exactement la même chose. Si je prends le secteur des télécoms, les profils tech et finance de haut niveau sont littéralement comptés. Et la rareté ne devient plus un argument RH, mais c'est une vraie réalité opérationnelle. Ça, c'est l'attraction, c'est le recrutement. Mais encore, quand on rentre une fois on arrive à recruter les talents qu'il nous faut, il faut les fidéliser. Et ça encore, c'est une dimension qui devient plus complexe. On devient en concurrence directe avec ce que je disais, donc des groupes télécoms régionaux ou internationaux, des employeurs, des golfs qui s'arrachent maintenant, qui se sont réveillés en se disant oui, il y a une très bonne compétence en Afrique. Il commence à mettre très gros sur la table pour l'avoir. Et notre réponse à ça ne peut pas être uniquement package, salaire ou autre accessoire. Et ce qu'on a appris, ce que l'histoire nous a appris, moi je suis chez Action depuis 2023. On en a vu on a expérimenté beaucoup de choses et on a compris très rapidement que la proposition de valeur employeur doit être ancrée dans l'impact et la trajectoire. Aujourd'hui, avec toutes les nouvelles générations, ils sont très sensibles à tous les sujets d'impact, au discours de tu vas grandir ici, tu vas avoir des responsabilités réelles, il faut qu'ils les voient, il faut qu'elles soient concrètes. Et tu vas construire quelque chose avec nous qui est beaucoup plus grande que le métier en lui-même. Et c'est souvent ce discours-là qui est beaucoup plus puissant qu'une prime de rétention ou un salaire. Mhm. Peut-être Michael, ouais, allez-y. oui, peut-être pour ajouter ce que Reda dit aussi, c'est que naturellement, je ne vais pas répéter ce que Patrick et Reda ont souligné, mais effectivement, il y a une forte tension sur les talents, les nouveaux métiers et les talents, et des talents qui sont assez rares en Afrique. Mais ça se traduit également par une nécessité une nécessité d'implémenter de nouveaux bureaux sur le continent et partout ailleurs dans les autres pays, parce que nous, on a connu cela, c'est que nous, le perso du groupe, ça a été Madagascar, donc le siège du groupe est établi à Madagascar. Donc, au début, on avait commencé à recruter des gens pour les faire venir à Madagascar, mais au bout d'un moment, ça a coincé parce que Madagascar est quand même assez dans le sud de l'hémisphère. Et les gens ont commencé à dire, non, nous, on veut bien aller travailler pour Action, mais c'est trop loin. Donc, on a commencé, pour répondre à ça et pour avoir plus d'impact sur l'attraction des talents, on a commencé à ouvrir des bureaux ailleurs. Donc, aujourd'hui, on a un télécom qui est établi à Dubaï. Au Kenya, on a établi un bureau pour Action Énergie. Donc, en fait, il n'y a pas que, il y a déjà cette compétition sur comment trouver les talents
comment attirer les talents, mais il faut aussi réfléchir à la, à la résidence en fait des talents parce que ils sont pas mobiles partout dans le monde. Donc il y a certaines zones de l'Afrique où c'est plus difficile pour eux. Et voilà, donc ça illustre encore plus que ce que nous vivons en termes de compétition, encore en termes de rareté des profils de strat. Merci. Oui, non, effectivement, enfin, je pense que Patrick vit ça aussi. C'est vrai que il faut reconnaître que pour aujourd'hui beaucoup de monde, l'Afrique en tant que destination professionnelle est quand même beaucoup moins populaire qu'il y a une dizaine d'années. C'est vrai que lorsqu'on parle d'Asie du Sud-Est, alors, jusqu'à il n'y a pas longtemps, on parlait Moyen-Orient, les candidats étaient beaucoup plus prompts à se déplacer. C'est vrai que pour le continent, à l'exception de quelques destinations, en effet, les gens sont un peu plus réticents. Sur ce que disait Patrick à propos de ce qu'il a perçu sur les questions de télétravail, est-ce que c'est vous quelque chose auquel vous avez aussi affaire ou très peu encore? Très peu encore. Nous, on a fait le choix d'avoir les collaborateurs essentiellement en présentiel. Et le télétravail reste quand même assez limité sur le périmètre. Il en existe de quelques-uns, hein. Il y a quelques talents, des très très rares, qui sont restés dans leur pays d'origine. On a par exemple on a des collaborateurs qui sont au Royaume-Uni, les uns sont en Turquie, les uns sont. On a quelques cas comme ça, mais par contre, dans la grande majorité, nous, on a fait le choix de maintenir en présentiel nos collaborateurs. D'accord. Par contre, on sait réagir à l'urgence aussi, hein, selon les situations. Le cas de la Covid nous a appris que chaque organisation a dû, dans l'urgence, mettre en place un plan de contingence pour faire du télétravail. Tout récemment, nous, comme on est le siège d'Action Télécom et à Dubaï avec 150 personnes à peu près, pour superviser les opérations du groupe, avec les événements récents de la guerre au Golfe, on a dû complètement fermer le bureau et puis on a fonctionné pendant au moins 6 semaines en télétravail. D'accord. Et, ensuite, Patrick, donc on a abordé donc ces questions de rareté des talents, de concurrence, effectivement de télétravail. Bon, alors après, il y a évidemment comment mobiliser la diaspora, ce qui est un peu aujourd'hui. Enfin voilà, on a fait un certain nombre de commissions dans le passé. On sait que il y a de moins en moins d'expatriés occidentaux, qu'il y a de plus en plus d'expatriation sous-régionale. Alors justement, avec le groupe Action qui est présent dans beaucoup de pays, il y a aussi la possibilité, j'imagine, enfin, Reda et Michael, vous nous le direz, mais pour un cadre du groupe Action d'aller d'une filiale à une autre ou d'un pays à un autre, est-ce que la diaspora se mobilise toujours? Est-ce on est un flux croissant, justement, qu'on a pu observer ces dernières années? Comment tu perçois les choses de ton côté? Alors, c'est vrai que la diaspora représente, on en parle depuis toujours. L'année dernière, on a fait une étude avec l'African Business Club, le SCP sur le retour de la répatriation qu'on reconduit cette année avec l'expérience de l'année dernière pour comprendre un tout petit peu les ressorts qu'ont ces diasporas africaines en France et en Belgique à retourner sur le continent. Euh, c'est un mouvement qui existe toujours. Alors, ce que je peux dire, ce qui se rajoute à ça, aujourd'hui, c'est que les diasporas, au-delà de rechercher un retour définitif, aujourd'hui recherchent des retours temporaires. C'est-à-dire que les diasporas sont prêts aujourd'hui à prendre des missions, compte tenu des situations géopolitiques, mais ils sont prêts à prendre des missions de courte durée, de courte moyenne durée, pour aller amener leurs compétences. Ce que j'observe aussi, c'est que au-delà des diasporas, il y a plus de on a de moins en moins d'expatriés, mais les seuls expatriés qu'on envoie aujourd'hui en Afrique, et il y en a. Au sein du cabinet, on a créé un département sur ce qu'on appelle l'exécutif intérim. On a aussi beaucoup d'Occidentaux aujourd'hui qui, qui sont dans une idée de transfert de compétences.
Et là, on va retrouver des personnes qui ont plus de 50 ans, 55 et au-dessus, qui sont vraiment dans... Et ben, nous aussi, lorsqu'on les recrute, ce qu'on va chercher, c'est des soft skills sur l'envie d'aller transmettre. Donc, on a aussi ces tendances-là, au-delà des diasporas en tant que telles. Euh, c'est vrai aussi que ce qui est aussi souvent demandé par les entreprises qu'on a, c'est des mappings de diaspora. Donc, on a, ou la création de viviers de diaspora. Euh, on- beaucoup de pays, mais aussi beaucoup d'entreprises nous demandent aujourd'hui de créer, de faire des vrais mappings de Togolais, de Béninois. Et on voit aussi beaucoup d'initiatives des pays eux-mêmes créant des connexions avec les diasporas. Alors, l'exemple le plus historique qu'on peut prendre, c'est le Maroc. Le Maroc, depuis des décennies, a créé une fondation, la fondation Hassan II, pour les Marocains résidant à l'étranger. Alors, le truc est poussé très très loin depuis quelques temps, où il y a une opération annuelle qui s'appelle l'opération Maraba, où le roi invite les diasporas qui sont sélectionnés au palais chaque été pour discuter avec eux et puis pour les fidéliser. Après, il y a beaucoup de pays africains qui se sont engouffrés là-dedans. Il y a toute une liste, mais je vais en citer deux ou trois. Le Rwanda a carrément intégré la diaspora dans la stratégie nationale du pays. Ils ont créé aujourd'hui ce qu'on appelle le Rwanda Diaspora Global Network, qui regroupe les Rwandais qui sont à l'étranger. Le dernier pays que je vais citer, que tout le monde connaît bien, est le Bénin. Le Bénin qui a le vent en poupe aujourd'hui, a pris des initiatives qui ont contribué au développement, à l'essor de ce pays, avec la création de la direction des Béninois de l'extérieur, le Haut Conseil des Béninois à l'extérieur, et la participation des Béninois de l'extérieur aux politiques publiques, ainsi de suite. Beaucoup d'entre vous connaissez Corinne Amori-Brunet, qui est l'actuelle ministre des Affaires étrangères du Bénin. C'est une personne qui a été identifiée sur LinkedIn par ce réseau-là et qui est devenue ambassadrice du Bénin en France pendant 1 ou 2 ans et qui aujourd'hui est ministre des Affaires dans le nouveau gouvernement. Donc les diasporas ont de plus en plus un rôle à jouer. Ce rôle est organisé par les entreprises qui passent par nous pour l'organiser, mais de plus en plus d'États aussi prennent ça à part le corps. Oui, oui, effectivement. On aurait pu aussi citer la Guinée ou d'autres, le Togo. La Guinée, le Togo, la Tunisie, le Sénégal, donc, pardon? Le Ghana aussi. Je l'ai dit, je ne voulais pas citer toute Oui, la oui, liste. oui, non, j'ai vu, tu avais J'ai pris quelques-uns. Ouais. Donc, c'est de très, très belles initiatives. Ce qui est intéressant de voir là-dedans, c'est le fait que les entreprises elles-mêmes créent aussi, nous demandent de faire un mapping, des mappings de candidats Oui. et de leur proposer, notamment beaucoup de banques pour des raisons de compliance. À l'île Maurice, par exemple, on a récemment fait un mapping des Mauriciens pour la banque mauricienne, Mhm. qui voulait identifier les Mauriciens qui sont en région parisienne. Et voilà, ils vont piquer dedans au fur et à mesure. On a des contrats spécifiques pour ce type d'opération. Moi, j'ai bien aimé, j'ai noté et bien aimé comment dire, l'annonce du Bénin qui invitait toute la diaspora africaine à venir au Bénin et à présenter le Bénin en fait comme la porte de l'Afrique, à attirer tous les talents, qu'ils soient béninois ou pas. Donc c'était un joli coup Et le de Togo, com'. le Togo s'est Voilà. engouffré là-dedans derrière en Mm. disant qu'il n'y a plus de visa pour les Africains qui veulent Mm. venir au Togo. Donc, il y a un vrai mouvement d'attraction de ces diasporas Mhm. dans pratiquement, je dirais presque panafricaine, Oui. qui est en train de s'organiser. Justement, Reda, Michael, vous, chez Action, l'attraction de la diaspora, enfin, vous avez une politique particulière, des événements, vous fonctionnez par réseau, comment ça se passe? Oui, je vais essayer de brasser un peu les différents sujets relatifs à toute l'attraction de la diaspora. Oui, on est très actif dans les milieux des diasporas, hein, de tous les pays là où nous sommes implantés. Donc principalement à Madagascar, mais pas que.
Sénégal, Togo, Tanzanie, Comores et dans tous les pays là où on sommes. On est très actifs, par exemple, aux côtés de l'ESCP. D'ailleurs, Asnei, notre chairman, a une chaire Afrique au sein de l'ESCP. Moi, personnellement, et je pense Michael aussi, on est très actifs auprès de l'African Business Club. On fait beaucoup d'événements, etc. On essaye d'être le plus présent dans ce genre d'événements pour élargir notre réseau et qu'on essaye de créer un vrai vivier au sein de la diaspora. On a des stratégies, je laisserai Michael compléter parce que lui, il est gère personnellement pour tout le groupe. Euh, Moi, je fais beaucoup d'adaptations pour Action Télécom, mais on a beaucoup de programmes de ce qu'on appelle les RIPAT, donc pour rapatrier les gens issus de la diaspora. On fait beaucoup de choses, mais j'avoue que et j'ai vu ça chez Action, mais pas que, aussi dans toutes mes expériences avant. Je pense que le sujet, oui, on investit beaucoup dans la stratégie, mais le retour sur investissement on reste quand même sur notre fin par rapport à cet investissement-là et au retour attendu. Si on n'a pas de réelle stratégie du pays lui-même, comme par exemple ce qui a été fait au Maroc, et Patrick vient de parler du cas du Bénin et de Togo, qui sont des cas concrets. Donc, s'il n'y a pas une stratégie, une vision à haut niveau de la part du pays lui-même pour inciter les gens de la diaspora à revenir, euh, on a beau à essayer en tant que coopérateur économique d'investir dans des stratégies pour attirer les répates, mais ça reste très compliqué hein, parce que les membres de la diaspora, une fois passés, ils passent des années ailleurs, ils acquièrent de l'expérience, ils deviennent internationaux. Ils s'attendent à ce qu'on les traite comme des vrais expatriés ici, on les recrute, mais ça, on ne peut pas se le permettre en tant qu'entreprise. J'ai du mal à croire que des entreprises puissent le faire. Et donc, on est toujours tiraillé entre cette volonté de le faire, quel package on présente et toutes les frustrations qu'on génère autour chez les ressources locales. Donc, la combinaison entre tout ça, c'est compliqué. On en a des success stories, oui, on en a un grand nombre, mais on s'attend à plus, à mieux. Donc, je pense que c'est un sujet qui n'est pas forcément très mature aujourd'hui, mais qui le deviendra. Effectivement, nous avons une approche qui consiste à créer des réseaux avec les associations regroupant la diaspora de chaque des pays où nous sommes implantés. On a également une approche auprès des grandes écoles en Europe, en Occident, aux États-Unis et tout ça pour approcher la diaspora. Et on a des contacts avec plusieurs Africa Business Club, puisque toutes les grandes écoles en ont tous une. Mais je confirme ce que dit Reda, c'est assez compliqué parce que quand on, quand on trouve des candidats, en fait, les membres de la diaspora eux-mêmes ne sont pas finalement, on constate qu'ils ne sont pas finalement si sûrs de leur décision. En fait, ils viennent, ils discutent, et puis ils disent ah oui, mais je pourrais gagner quel niveau de salaire et tout ça. Donc, en fait, il y a aussi la problématique, c'est qu'il y a aussi une déconnexion, une certaine déconnexion parfois entre la réalité des pays, de leur pays d'origine et les personnes de la diaspora, parce que, comme disait Reda, quand ils viennent, leurs prétentions sont des prétentions au niveau des rémunérations aux États-Unis, en Europe et tout ça, et qui est très déconnecté du niveau de vie en Afrique où c'est pas le même niveau de vie, c'est pas les mêmes coûts qui sont supportés par les collaborateurs. Donc, on ne peut pas aller au même salaire. Un étudiant qui sort d'Harvard aux États-Unis, c'est 10 000 $. Oui, parce qu'aux États-Unis, le niveau de vie il est très élevé, les coûts de la vie, le coût de la vie il est très élevé. Et quand on arrive à Madagascar,
ou dans un des pays où nous sommes présents, au Togo, en Tanzanie, c'est pas le même niveau de vie. Donc, quand on propose un package un peu plus raisonnable, c'est là que ça commence à coincer parce que se compare avec ce qu'ils pourraient gagner dans un autre pays, dans le pays où on les ramène, quoi. Et voilà, alors que s'ils faisaient le compte entre qu'est-ce qui resterait après paiement de toutes les charges si je suis aux États-Unis et qu'est-ce qui resterait si je vais en Afrique avec un package peut-être un peu plus modeste, mais très confortable quand même, et qui reste très confortable quand même, il y a tout à gagner à aller en Afrique. Et donc ça, comme le dit Reda, il faut qu'il y ait une stratégie nationale des pays aussi pour attirer les repatriés, puis aussi pour leur expliquer et leur montrer, voici le quotidien en Afrique, voici la réalité africaine, voici ce que vous pouvez gagner. Donc Voilà, donc oui, voilà. beaucoup de travail pédagogique et un travail important à faire, préparation. Patrick, oui, tu voulais... Oui, pour rester positif, le taux de réussite est de 40%. Donc, ça veut dire que le taux d'échec est de 60% quand même sur les RIPAD. D'après ce qu'on nous a dit, enfin, Mhm. les personnes qu'on a interrogées, il y a seulement 40% de personnes qui font le choix de retourner sur le continent, qui arrivent à s'adapter. À l'inverse, ça veut dire que 60% ne réussissent pas pour des raisons diverses. Parce que les RIPAD souvent, comme disait Michael, n'ont pas vraiment conscience de ce qui les attend et puis on les attend surtout pas. Donc c'est très très difficile pour eux de s'adapter, y compris les personnes qu'on ne peut pas soupçonner. J'ai discuté récemment avec une DRH justement d'une conglomérat, pas Action, hein, à Madagascar. Une DRH. Donc, on peut supposer que la DRH, en termes de soft skills, de compréhension de choses, comprend bien, mais elle était en souffrance. Le fait qu'elle soit retournée à Madagascar, et elle me dit que ça lui a pris un an pour vraiment reprendre, elle est malgache, hein, Mm. se reprendre sur les réalités du pays. Donc, ce n'est pas simple. Moi, je distingue souvent l'envie de retourner sur le continent en trois segments. En fait, les jeunes diplômés, je veux dire les primo-travailleurs, entre 25 et 35 ans, souvent ont envie d'y aller. Ceux-là, en général, réussissent, enfin, ont plus de facilité à s'intégrer. Euh, Ensuite, on a une espèce de ventre mou entre 30 ans jusqu'à 50, 52 ans, 53 ans, où on a du mal à les faire bouger de toutes les façons. Parce que c'est des personnes qui sont installées en Occident, qui ont des enfants et qui ont du mal à partir. Or, c'est ceux-là qu'on cherche. C'est ceux-là qu'on va nous demander de Oui, bien sûr. recruter. Donc, on a du mal à aller chercher ces personnes-là. Après, à partir de 55 ans, ça se réouvre un tout petit peu parce qu'il y a souvent une espèce de quête de sens. Je construis une maison pour ma retraite, les enjeux ne sont plus les mêmes, je n'ai plus rien à démontrer à qui que ce soit, donc c'est encore plus facile. Ceux-là vont rentrer dans les personnes dont j'ai cité tout à l'heure, qui sont dans le cadre de missions, dans les équipes intérim, et qui ont envie d'aller transmettre en Afrique les choses qu'ils ont apprises ici. Voilà ce Mhm. que je peux dire en complément. Merci Patrick. Alors, tu soulignais que Oui, pour... oui. oui, vous avez un commentaire peut-être, pardon? Non, non, c'est parfait. D'accord. Merci, Patrick. Donc oui, Patrick, qui connaît bien votre groupe, soulignait que le groupe Action avait pu vivre effectivement du fait des croissances externes, le fait d'intégrer d'autres entreprises, d'autres filiales, et donc le groupe Action avait une expérience forte et rare sur justement côté RH sur le fait d'intégrer de nouvelles équipes dans un certain nombre de pays. Et on voit aujourd'hui avec la reconfiguration de l'environnement économique sur le continent, avec le départ de certains grands groupes qui sont qui revendent leurs filiales, on pense au secteur bancaire assez facilement. Donc vous avez cette expérience de construire une culture RH commune, d'intégration voilà, d'entités extérieures. Donc,
comment vous faites? Est-ce que vous avez une méthode? Est-ce que vous avez une façon de faire? Est-ce que vous avez quelques, comment dirais-je, quelques tuyaux, quelques conseils de justement comment on fait quand on intègre voilà, une équipe qui se trouve au Tchad alors qu'on est à Mada ou au Sénégal voilà est-ce que vous avez un process, mis en place un process particulier pour ça? Donc, c'est une expérience qui s'est enrichie au fil des années, hein, parce que les premières expériences, forcément, on a connu quelques difficultés. Ça a été, on a eu des expériences qui étaient assez dures, mais au fil des années et au fil des rachats d'entreprises, on s'est amélioré petit à petit. Donc, en fait, il y a une dimension culturelle qui est, comme vous l'avez mentionné, qui est très forte parce que quand on vient intégrer dans son organisation une entreprise dans un pays qui a une culture différente, il faut essayer de comprendre. Il faut d'abord s'asseoir et comprendre la culture de ce pays et la culture qui prévaut dans l'entreprise. Parce que, en fait, ignorer tout simplement la culture du pays et puis venir avec ces grands principes sans écouter, sans prendre en compte ce que les gens ont vécu, l'histoire de la société, on va tout de suite droit dans le mur. Il ne faut pas venir avec des certitudes, il faut venir avec des principes, des acquis solides, mais tout en restant à l'écoute de ce que les gens ont fait et tout en restant également respectueux de ce qui a été fait dans la boîte. Parce que venir avec un comportement condescendant, ça ruine, ça ruine tout de suite l'intégration. Euh, En termes de nous aussi, ce qu'on fait souvent, c'est que, pas souvent, ce qu'on fait tout le temps, c'est que quand on vient dans l'entreprise, on fait une proposition de valeur. On a ce qu'on appelle le plan d'action des 100 jours. Nous, systématiquement, on l'applique. Donc, on vient avec une proposition de valeur. On vient en apportant une valeur ajoutée sur chaque filière, sur chaque métier. Donc, on construit un plan et c'est comme ça que, on- on- en apportant cette valeur ajoutée, en fait, on arrive à convaincre les collaborateurs que oui, c'est une bonne chose que Action vienne puisqu'il y a une valeur ajoutée qui va être faite. Puis, vient après les investissements. Parce que ce que les collaborateurs, en fait, ils attendent, c'est quoi? C'est que l'entreprise soit pérenne, que leur emploi soit sécurisé. Donc, en fait, quand on vient avec un plan d'investissement clair, avec un business plan qui est clair, et puis avec de la transparence sur ce qu'on veut faire, ben, on obtient plus facilement l'adhésion des collaborateurs et la collaboration des collaborateurs. Donc ça fait partie je vais dire, les must-win battles lorsqu'on reprend une activité et travailler avec les gens pour la suite. Et puis voilà, donc nous, ce qu'on fait aussi, c'est que dès qu'on arrive, on fait des séances d'onboarding pour leur faire découvrir le groupe Action. Qu'est-ce qu'on est? Qu'est-ce qu'on a fait? Parce que les success stories aussi rassemblent. Qu'est-ce qu'on a fait? Ou d'où on est parti? Et en fait, on leur fait découvrir notre esprit très entrepreneurial parce que le groupe avec les deux CEO, d'abord, ça a été une société, ça a été une société familiale, hein. Et puis plusieurs sociétés familiales, une addition de sociétés familiales avant de devenir un groupe. Donc, l'entrepreneuriat est très fort dans notre ADN et on leur fait découvrir le groupe à travers des onboarding. On organise des onboarding, on écoute leur culture, on explique notre culture et on cherche des points des points de convergence à travers en disant, bon, comme nous devons avoir une culture commune, puisque c'est quand même ce qui rassemble chez Action, c'est d'avoir, c'est qu'on est on a une culture commune qui rassemble les acteurs historiques chez Action, donc, puis les filiales qui ont rejoint Action, les nouveaux collaborateurs qui ont rejoint Action. Donc, on a une base commune. Et ce qu'on fait, c'est qu'on dit, bon, votre culture, vos valeurs, elles sont bonnes.
trouvons l'incarnation. Comment est-ce que vous pouvez incarner ces valeurs, votre façon de faire, avec la culture commune du groupe Action? Donc, euh, la culture d'entreprise est quelque chose d'hyper important lorsqu'on vient dans une nouvelle entreprise parce que en fait la culture c'est en fait le gage de la performance future de l'entreprise. Parce que si on travaille de la même manière, si on a les mêmes mindsets, on a un socle de valeurs partagées, on partage une histoire respectueuse de celle des uns et des autres, et puis qu'on avance avec un leadership modèle qui parle à tout le monde, avec quelque chose de simple mais logique. Donc, D'accord. c'est ça qui va amener le succès, puisque nous, dans notre leadership modèle, on l'a divisé en trois phases. Il y a une partie où on parle de se leader soi-même, parce que nous, on estime que pour pouvoir, et c'est très vrai en leadership, pour, pour pouvoir guider la performance, il faut d'abord commencer par soi-même. On se lead soi-même, puis après on lead les autres, et là on lead la performance. On sera capable de leader la performance. Donc, nous, on a une importance particulière à l'esprit d'équipe et à la construction commune dans la façon de travailler. D'accord. Après, juste pour compléter, Igor, hein, et je rejoins ce que tu disais, hein. Si je prends par exemple le groupe Action Télécom, sa croissance et on la doit à toutes les M&A, hein, à toutes les acquisitions et fusions qui se sont passées. À 80%, c'est des M&A, 20%, on a acheté de nouvelles licences et on investit, ce qu'on appelle les greenfield ou les white spaces, mais à 75%, 80%, c'est des M&A. Et quand on acquiert une nouvelle entité, on l'acquiert avec son historique et avec son histoire. Et puis, nous, on est arrivé quand même, avec le fil du temps, à industrialiser tout le mécanisme d'intégration des nouvelles entités. Et d'un point de vue culturel ou d'un point de vue RH, notre credo est toujours le même, et ça, c'est un principe de base auquel on ne déroge pas, c'est qu'on construit une culture sans écraser les identités locales. Et ça, c'est très important et ça parle beaucoup aux collaborateurs. Dans un processus d'intégration, quand on intègre une nouvelle opération, il y a cette tentation d'arriver avec les process et les outils, mais ce qu'on a appris, c'est que ça ne marche pas comme ça ou ça marche mal si on le fait, on l'aborde juste par ces fenêtres-là. Mais la culture se construit vraiment dans les deux sens. Et ce qu'on a mis en place, c'est on anime beaucoup d'ateliers de culture en local qui sont co-animés avec les équipes RH du pays par nos équipes au groupe. Et pas que des formations, comme disait Michael, descendantes, des vrais espaces de travail réels où les équipes définissent elles-mêmes, ensemble, on co-construit ce que les valeurs du groupe signifient dans le contexte local. Très bien, merci. Je vais Oui, donner Patrick, oui, je t'en prie, un bien sûr. exemple de quelque chose Oui, que oui. j'ai pu vivre avec vous sans citer de nom de pays ou quoi que ce soit sur ces sujets d'intégration où je pense qu'il y a eu une année où vous avez repris une entreprise dans un pays africain et vous pensiez qu'en prenant une RIPAT RH du pays, en la faisant rentrer dans ce pays, tout allait bien se passer parce qu'elle Ouais, était de la nationalité de ce pays. ouais. Et en fait, je vous me couper hein, si je dis des bêtises. En fait, ce qu'on a constaté, puisque j'ai été un peu, j'ai suivi un tout petit ça à vos côtés, ben en fait, on s'est trompé. Parce que c'est pas parce que la personne était RH du même pays, RIPAT, que la notion de confiance, la notion de respect, la notion l'envie de ne pas écraser la culture locale, s'était réalisée. C'était complètement l'inverse. À partir du moment où je pense que Action a compris ça, vous avez mis un malgache qui connaît la culture Action et qui a plutôt respecté les quelques items que vous avez cités et a priori ça fonctionne mieux. Ouais, Ouais. absolument, absolument. C'est ce que je disais au début de ma prise de parole, c'est qu'on a beaucoup appris parce que
Au départ, il y a eu des heurts, mais en fait, on a beaucoup appris de tout ce qui s'est passé. Et puis aujourd'hui, les nouvelles intégrations se passent beaucoup, beaucoup mieux, puisque on prend en compte réellement cette intégration culturelle qui est hyper importante. Très bien. Alors, on s'est intéressé aux people, on va passer à la partie donc planète. Donc, vous nous disiez que déjà, donc en ce qui concerne la partie, la RSE, dans les filiales et dans la partie opérationnelle, ça fait partie du service RH, c'est ça, hein, si je me souviens bien. Et en revanche, au niveau du siège, c'est une direction séparée. Alors peut-être que je me... Oui, justement, en fait, au niveau du siège, on a une direction qui s'occupe de tout ce qui est impact et sustainability. Au niveau des clusters, on a également des fonctions spécialisées. Mais par contre, au niveau des opérations, le sujet RSE est rattaché très souvent à l'équipe RH. Très bien. Alors, je vais laisser la parole à Pierre Samuel, donc sur les enjeux effectivement RSE connectés aux enjeux RH. Merci Igor et merci à toutes et à tous de nous suivre aujourd'hui autour de cette thématique des nouveaux enjeux RH et notamment des enjeux ESG liés aux questions de RH. Euh, on a une actualité en fait assez particulière sur le sujet puisqu'il y a eu une décision de justice qui concerne le groupe Yves Rocher en début d'année qui a bien marqué le fait que la responsabilité euh, des entreprises sur ces enjeux de manière extraterritoriale comment dire, prenait corps, prenait forme, et notamment au sein des enjeux RH. Donc, il nous est apparu intéressant et pertinent d'aborder un peu ce point à l'occasion de cette session croisée. Alors, très rapidement, en fait, pour faire un état des lieux de la RSE actuellement, on est sur une RSE qui est devenue à la fois un cadre normatif incitatif, ce qui veut dire de l'ordre de l'initiative volontaire, mais progressivement redevable devant la justice au fil des jurisprudences. On a par ailleurs un cadre juridique contraignant, pour le coup, qui installe la vigilance en Europe et dans les pays de l'OCDE avec une dimension extraterritoriale prononcée. Et là, nous sommes pleinement dans les enjeux auxquels sont confrontés notamment les membres du CIAN et sur lesquels ils doivent justement se pencher. Et enfin, on a toujours cette RSE qui repose sur de l'engagement sociétal volontaire dans une recherche intentionnelle d'avoir des impacts. Donc on voit bien en fait le distinguo qui se fait entre ce qui est de l'ordre de la vigilance ESG et de la gestion des impacts négatifs d'un côté, et puis de ce qui est de l'ordre de la RSE en tant que telle, au sens de la définition originelle anglo-saxonne du terme, c'est-à-dire la recherche d'impact positif de manière intentionnelle. Cela est le fruit des mutations normatives dont j'ai évoqué le principe et qui devait être illustré par un iceberg qui montre bien comment est-ce que la soft law est venue pénétrer la hard law, comment est-ce qu'on a retrouvé des éléments fondamentaux des textes de l'OCDE, de l'ONU, de l'OIT, entre autres dans des cadres réglementaires plus contraignants, normatifs, réglementaires, et puis comment est-ce qu'un certain nombre de jurisprudences ont fait avancer justement les choses pour rendre quasiment obligatoire ce niveau de contrainte. De contraintes progressives sur des obligations qui sont à la fois sur des principes d'extraterritorialité, mais également de chaîne de valeur étendue. Et en synthèse, on a aujourd'hui une responsabilité juridique sur des principes fondamentaux, dont ceux de l'ONU et des principes directeurs de l'ONU sur les droits humains, enfin voilà, on a cette extension du domaine de la lutte, on va dire, qui nécessite de prendre en compte toujours plus ces questions, et ce à tous les niveaux. Donc on l'a vu, hein, c'est chez les fournisseurs notamment, mais c'est bien évidemment dans les filiales. Et le premier niveau, c'est au niveau des filiales et au niveau des collaborateurs et des salariés des filiales. Donc on retrouve en fait ces principes dans un cadre connu maintenant qui s'appelle le devoir de vigilance. Plusieurs lois non françaises sur le sujet. La France était assez pionnière, une directive européenne maintenant, et qui repose sur un principe de cycle d'identification des risques,
de traitement de ces risques, et puis de rendre compte. Et ça, c'est l'autre objet ou complexité, puisque la complexité, c'est d'aller communiquer sur ces risques et sur ce qui est mis en œuvre sur ces risques, pour gérer ces risques. Ça renvoie, et là j'ai l'impression que le slide 4 aborde ce point, voilà, aux obligations des principes directeurs de l'ONU, qui rappellent 3 points, 3 piliers. Le premier, c'est que c'est de l'ordre du devoir de l'État de protéger les droits humains. Ce n'est pas la responsabilité directe des entreprises, c'est aux États. Et donc, quand on opère dans des pays à gouvernance perfectible, il y a toujours des points de complexité à faire respecter l'intégralité de ces droits humains, et on va voir un certain nombre de ces enjeux. La responsabilité de ces entreprises, c'est de respecter ces droits humains au regard notamment du cadre juridique et réglementaire de ces États, ce qui oblige à mettre en œuvre une diligence raisonnable dans l'identification de ces risques. C'était le slide précédent qui parlait du devoir de vigilance. Et troisième point, c'est l'accès à des recours pour les victimes d'abus liés aux entreprises. C'est le droit d'alerte et la protection des lanceurs d'alerte. Si je dois génériquer, je dirais, le dispositif, mais l'idée, elle est bien là. Sur le continent, c'est le slide 5, oui. Ouais, super. Sur le continent, on a quand même quelques spécificités qui pêchent dans la bonne mise en œuvre de l'ensemble des droits humains, et notamment au niveau du droit du travail. Voilà, puisqu'on n'a pas, à travers le monde, il y a des territoires à maturité différente. Voilà. Et donc, par extension, il y a un certain nombre d'enjeux euh, et de freins spécifiques au continent africain, et que l'on retrouve aussi en Amérique latine sur certains points, en Asie, mais qu'on a recensé ici pour bien montrer qu'il y a des facteurs structurels qui freinent ou qui gênent la mise en œuvre du meilleur général, du respect des droits humains, notamment dans le droit du travail. On a ici quelques exemples, et je laisse parcourir les slides, puisqu'en fait, les lire est toujours assez désagréable pour vous, comme pour moi. Mais l'économie informelle est l'un des principaux freins structurels. C'est accessoirement ce qui ne donne pas non plus à l'État les moyens d'avoir des recettes fiscales suffisantes, hein. Entre autres, le travail informel non déclaré, les migrations, qui sont facteurs de travail informel, sont des facteurs structurels euh, portant au non-respect des droits humains au niveau du travail. Voilà, après, il y a toute une série d'items, le déficit de législation, autant que l'insuffisance de structures sociales, écoles ou hôpitaux. Quand il n'y a pas d'école, eh bien, on n'envoie pas les enfants à l'école. Et les filles notamment, bien évidemment, mais enfin bon, les garçons aussi, mais et à la fin, on se retrouve avec des enfants qui sont en effet au champ parce qu'il n'y a pas beaucoup d'alternatives pour garder les enfants. Je veux dire, ce sont aussi des mindsets de cet ordre. Le non-respect de la liberté d'association et de représentation syndicale, qui est encore une fois en cours de mise en œuvre, et dont on va faire un focus spécifique justement dans le cadre de l'étude de cas rapide que l'on fera sur le groupe Yves Rocher. Et puis il y a des risques ESG qui sont accrus, bien évidemment, et qui font partie des cartographies nécessaires dans l'identification des risques au niveau notamment RH. C'est la non-conformité aux déclarations sociales, c'est le travail forcé, le salaire décent, c'est le non-respect du droit à un environnement de travail sûr et sain. Voilà, c'est codifié par l'OIT, et c'est extrêmement complexe parfois à mettre en œuvre en fonction des territoires. Les différents harcèlements, il y a un certain nombre d'harcèlements qui sont récurrents sur le continent. La corruption qu'on retrouve de part et d'autre, hein, c'est à la fois un facteur structurel et un risque ESG accru. Voilà, donc bon, c'est à noter. Et les discriminations. Voilà, pour balayer rapidement, si on passe sur des risques plus RH ou encore plus RH opérationnels, c'est au slide suivant. Normalement, voilà, dans la pratique, les choses qui vous emmènent au TGI de Paris, hein, ou de Nanterre, hein. Donc, c'est quand même accessoirement, puisqu'on a actuellement des acteurs de la société civile qui ont les capacités d'accompagner les ONG locales ou des employés locaux pour justement les envoyer au TGI de Paris. L'âge légal du travail, le non-respect de l'âge légal du travail, c'est vraiment
quand on fait les diagnostics et les audits, notamment pour les fournisseurs des entreprises françaises sur le continent, puisque c'est l'une de nos activités. Voilà, on recense ces points qu'il s'agit bien évidemment de bien aller vérifier. La documentation sur les employés, l'assurance responsabilité civile, le paiement des salaires dans les temps. Et oui, oui, ça a aussi un enjeu, c'est aussi un enjeu et c'est un facteur de risque derrière. On a parlé des abus, pression et harcèlement. On retrouve les horaires légaux, l'équité des genres et l'inclusion des communautés, notamment au titre du local content quand il y a lors de ces enjeux. Donc voilà des items qui sont directs dans la pratique des RH et auxquels les différents groupes africains peuvent être confrontés. Dans les filiales et dans les chaînes de valeur, on a également, puisque ça s'articule, et c'est le slide suivant, ça s'articule aussi de manière très opérationnelle. On a des enjeux QHSE climat, sur lesquels il y a une articulation avec les RH, bien évidemment, puisqu'il s'agit aussi d'une mobilisation des collaborateurs. Le premier étant le personnel formé aux questions de sécurité. C'est l'un des points majeurs sur lesquels notamment les partenaires fournisseurs des entreprises françaises et européennes opérant sur le continent ont des points d'amélioration à faire. Hein. Ça fait partie encore une fois, des diagnostics et des dispositifs de formation qu'on met en œuvre. La conformité des équipements, la connaissance et respect des règles de sécurité. Voilà, c'est intéressant de se rappeler un petit peu ces différents risques parce on se remet un petit peu dans le bas de savoir à la fois tout ce qu'on doit aller vérifier quand on est de manière opérationnelle, tout ce qu'on doit cartographier quand on doit justement faire son diagnostic des risques ESG, et notamment RH sur le global, et puis de tous les items qui sont susceptibles de nous remonter et de faire remonter un dossier à Paris ou à Nanterre devant un tribunal. Un slide de wrap-up pour rappeler certains points. Cette juridification de la RSE nous emmène sur 5 constats. L'évolution réglementaire déplace la RSE dans la compliance ESG, qui intègre progressivement ces dimensions. Donc on voit bien la dimension éthique et volontaire que l'on fait spontanément pour avoir de l'impact positif est devenue sur un certain nombre de points contraignants sur le plan réglementaire. Les ONG recherchent des actions à impact médiatique et des jurisprudences civiles, voire pénales. On le voit tout de suite après avec le cas Yves Rocher. L'obligation de communication sur les enjeux ESG est un facteur d'exposition juridique et réputationnel si mal maîtrisé. Encore une fois, parler des risques est toujours un point de complexité. Voilà, bon. L'Afrique s'engage et les relations business se redéfinissent à l'aune de l'ESG, de la judiciarisation de la RSE et de la vigilance. Et ça fait écho à un certain nombre d'initiatives et d'avancées sur le continent africain pour justement toujours mieux intégrer ces enjeux ESG, mais notamment au niveau de la finance. La BAD a une stratégie ESG extrêmement robuste, par exemple, mais on voit également un certain nombre de pays qui prennent des dispositions réglementaires en la matière. Je pense à la loi RSE au Gabon. Et enfin, et ça c'est un peu, comment dire, la perspective positive pour sortir un petit peu la tête de l'eau après tous ces éléments, l'engagement et l'impact, nouvelles formes et ressources aux sources de la RSE volontaire, intentionnelle et additionnelle et mesurable. Et les 4 termes sont importants. Volontaire, intentionnel, additionnel. En plus, c'est en plus des impacts positifs que l'on peut avoir et mesurable, puisqu'il faut pouvoir maintenant, de manière très très claire, justifier de son impact par des chiffres. Voilà. Et mesurable. Donc, notre enjeu, faire de nos obligations et engagements sociétaux une exigence, facteur de différence et de préférence. Et ça, c'est toute l'idée de pouvoir porter à un moment, comment dire, un discours sur le mieux-disant versus le moins-disant, hein, sans faire référence plus que cela à certains de nos compétiteurs d'Asie du Sud-Est. Ah, non, pardon, j'étais trop précis. Mais en tout cas, c'est bien l'idée de montrer justement comment est-ce que l'excellence des entreprises françaises et européennes en matière d'engagement sociétal doit être peut-être un facteur de différence et de préférence. Alors, un petit focus sur le slide suivant. Super. Sur, voilà, quelque chose qu'on aurait dû dire un tout petit peu plus haut, mais qui n'est pas grave, mais qui est l'actualité qui a un petit peu plombé un peu ce sujet
et notamment qui a acté le fait qu'il y a une accélération de la judiciarisation des enjeux ESG à travers cette affaire ESG emblématique qui est la condamnation du groupe Yves Rocher. Sur les faits, ça concerne la filiale turque du groupe, dont il s'est séparé en 2024, pour des questions non précisées, en l'occurrence. Le fait est qu'en 2018, des salariés commencent à adhérer au syndicat turc Petrol.is, voilà, donc syndicat turc donc peu connu en France. Hein, ça doit être dans la branche cosmétique chimie. qui est dans la branche, en effet, il y a enfin, pétrole, donc pétrochimie, Yves Rocher, donc cosmétique. On se retrouve en effet sur un certain nombre de. C'est peut-être un syndicat exogène hein, qui a tenté aussi une implantation dans le groupe. Hein. On ne connaît pas suffisamment les faits pour pouvoir les commenter de cet ordre. Cette syndicalisation sera intervenue dans un contexte de revendication forte, voilà, ce qui permet en général justement de faire rentrer un nouveau partenaire social, entre guillemets. Et peu après cette vague importante cette vague de syndicalisation, on note une vague importante de licenciements, près de 130 personnes virées. Donc concrètement, on est sur un enjeu aussi de dialogue social, de liberté d'expression, de liberté syndicale. Donc on a quand même quelques éléments. Le syndicat turc décide avec l'ONG de juristes Sherpa, très connu sur les questions de devoir de vigilance et très créative sur ces sujets, ainsi que Action Aid France, de mettre en demeure le groupe, puis engage une action judiciaire au titre du devoir de vigilance. Alors, ce qui était intéressant, c'est la manière dont ils ont présenté le dossier, qui ne reposait pas sur comment dire, le fait que la maison mère aurait directement donné l'ordre de licencier, voilà, ces ordres de licenciement massif. En tout cas, ne disposant pas probablement de preuves en la matière, elle ne pouvait se permettre justement d'aller au fond avec le thème. Donc, elle a utilisé en fait l'absence d'évocation du risque de violation des droits humains et libertés syndicales au sein des filiales étrangères, absence au sein du plan de vigilance, pour montrer qu'il y avait une impréparation sur le sujet, puisqu'ils avaient eu un enjeu dans le cadre du plan de licenciement. Donc c'est de la créativité, hein, il faut être attentif aux acteurs ayant une capacité d'ingénierie normative, juridique et sociétale, hein, parce que finalement ils peuvent vous retourner les arguments de manière à les embarquer sur les sujets qui les intéressent. Voilà, et ils recensent, en fait, ils ont recensé une absence d'évaluation des risques dans les plans de vigilance 2017-2018 sur les risques filiales versus ceux des fournisseurs qui étaient relativement bien développés. Donc on voit bien qu'on est sur une argumentation prétexte. Et prétexte à mettre en porte-à-faux à la fois devant le tribunal, mais également devant les médias, puisque bien évidemment, ce genre de sujet fait l'objet de reprises nombreuses en la matière. Le slide suivant nous emmène sur la décision du tribunal qui a considéré en effet qu'il y avait des carences dans le plan de vigilance. Voilà. Qu'il y avait des carences fortes dans le plan de vigilance, que la liberté syndicale constituait un risque qui aurait dû être identifié et traité. Alors, ça devient un point de complexité quand on se réfère justement au slide, aux éléments évoqués précédemment sur la diversité de maturité des territoires. Hein. Et il est clair que les principes de liberté syndicale en Turquie sont probablement hautement perfectibles. Hein. On a suffisamment d'éléments en la matière. Et qu'il existait un lien de causalité entre ces insuffisances du dispositif de vigilance et le préjudice subi par certains salariés. Donc on est vraiment sur un enjeu RH pur sur lequel il s'agit de se prémunir. On a une sanction pécuniaire. C'est l'une des premières sanctions, c'est la première sanction pécuniaire sur le sujet. Ça ouvre bien évidemment à un certain nombre d'autres opportunités de poursuite. Si on doit retenir quelques enseignements majeurs, Oui, oui. pas touché. Pardon?
Est-ce qu'on sait combien Sherpa a touché de ce montant? Pas du tout et pas du Pas tout. du tout. Non, non, on ne sait pas. Non. Je ne vais pas rechercher, mais je ne pense pas que ce soit accessible non plus. Donc, C'est une première instance, ça. C'est une décision de première instance. Il y a appel. Non. Ouais, vous savez, Il n'y a pas eu d'appel. de plus en plus, il y a un principe, hein, plus vous faites appel, plus en fait, ça vous coûte cher. alors, non seulement ça vous coûte cher, mais surtout que sur le plan médiatiquement, vous vous surexposez sur le sujet. On est encore sur le rapport du pot de terre contre le pot de fer, et donc derrière, bon, voilà, la jurisprudence va demeurer. Donc le mal est fait, non seulement pour le secteur, mais pour l'ensemble des acteurs opérant sur ces territoires. Après, bon, pour le groupe Yves Rocher, je ne sais pas si 6 x 8, 48, 88 000 euros constitue en soi quelque chose. Bon, s'il paye, on verra. Bon. Bien, ça bénéficie à 6 sur 130 pour être licencié. Euh, oui, mais parce que la procédure est. Parce que tout le monde ne sait pas non plus, n'est pas rentré dans la plainte. Deux, les droits sociaux syndicaux sont des risques de vigilance à part entière. Et c'est pour ça que j'encourage les RH qui nous écoutent à se pencher d'autant plus sur ces sujets pour qu'ils soient au mieux prémunis et le plus associés possible à ceux qui pilotent notamment les plans de vigilance et dispositifs de vigilance ESG. Il faut surtout sortir des silos et décloisonner bien en interne dans l'entreprise sur ces enjeux. Alors, la qualité de la cartographie des risques devient centrale. Bon, bien évidemment, sachant que voilà, c'est un point de complexité. Jusqu'à quel niveau de granularité de risque faut-il aller pour rendre visible un certain nombre d'enjeux ou pas, avec un degré de précision? Ce sont des rapports qui, in fine, peuvent faire maintenant. Alors, ce n'est pas le cas, puisque justement, ça a été relativement bien cadré et recadré par la directive européenne, mais on peut arriver sur des documents de 800 pages, 900 pages, 1000 pages, parce que si vous rentrez dans le détail de chacun des risques, vous voyez là, il y a un risque de liberté syndicale dans un véhicule. Bon, donc si on veut regarder partout, c'est compliqué. Ou alors on se coupe de l'unité de production et on n'a plus d'unité sur le pays. Et donc ce contentieux entre pleinement en phase interrationnelle, après des années de débats procéduraux, on commence à avoir des condamnations sur le fond. Autant se prémunir et se préparer sur ces sujets. Voilà un petit peu les éléments de cadrage sur ces nouveaux enjeux RH, ESG que l'on voit émerger au regard notamment de cette jurisprudence. Et c'est un point sur lequel bon nombre d'acteurs sont concernés, tant parce qu'ils sont justement rattachés ou interfèrent, collaborent, négocient avec les acteurs assujettis à ces questions telles que les entreprises européennes et les entreprises françaises en fonction des lois. Puisque ça touche les collaborations économiques, hein, donc derrière le partenariat s'impose et la solidarité dans la chaîne de valeur est une obligation. Et puis, cela se déploie et se développe progressivement, tout simplement parce que ces éléments sont le fruit des travaux de l'OCDE et de l'ONU. Et quand vous signez le pacte mondial, le Global Compact de l'ONU, vous êtes assujetti, vous vous assujettissez vous-même à ce sujet, même s'il n'y a pas une réglementation contraignante obligatoire, il y a une obligation de prise en compte. Voilà le topo qui était pertinent à faire au regard de ces événements. Et Igor, je te laisse. Non, écoute, on va peut-être consulter nos intervenants sur le sujet, justement, sur ce sujet-là, et puisque vous avez présenté aussi certaines valeurs d'action. Donc, sur ces sujets de RSE, ESG intégré RH, comment vous gérez ça au sein du groupe? Je vais répondre en complément de ce que tu disais par rapport à l'organisation, hein. C'est vrai qu'au niveau du groupe, c'est intéressé, c'est organisé autrement parce que au groupe, on traite toute la dimension stratégique de la RSE, parce qu'elle s'intègre dans un cadre beaucoup plus global qui est celui de l'ESG. Donc, on a la RSE, l'impact,
et toute la relation aussi avec les bailleurs de fonds, hein, qui est un point très important dans l'équation, parce que beaucoup d'orientation ESG vient des grands bailleurs de fonds. Et ça, je vais en parler parce on l'a expérimenté plus qu'une fois. Je reviens juste par rapport au sujet de l'organisation. Donc, au groupe, on a toute la dimension stratégique, mais quand on la décline au niveau des opérations, ça devient beaucoup plus opérationnel. Et c'est là où on a décidé de créer cette intimité entre la fonction RSE et la DRH. Parce qu'on part du principe que c'est la structuration RH finalement qui est une condition sine qua non pour donner de la crédibilité à la fonction RSE. S'il n'y a pas une fonction RH forte, on n'aura jamais une RSE forte au sein d'une organisation. Et on ne peut jamais tenir un discours RSE sérieux si derrière les process RH basiques et si on ne fait pas fix the basics et les process RH derrière sont défaillants. Si on a par exemple des contrats non conformes ou des absences de grille de rémunération, etc., après, on ne peut pas parler de la RSE. Et donc, on revient au point que la structure RH, vraiment, c'est la base de tout. Après, de notre vécu, nous, si je prends par exemple Accent Télécom, on est passé d'une logique d'organisation très décentralisée suite au M&A, etc., avec des pratiques de plus en plus, et c'est ça tout notre travail au quotidien en tant que RH Group, on passe à des pratiques beaucoup plus hétérogènes, plutôt, pardon, on était dans une logique de pratiques hétérogènes d'un pays à un autre, mais là, on est en train de bâtir cette logique de convergence progressive vers, vers une pratique beaucoup plus homogène d'un point de vue politique RH. Par exemple, on vient de lancer un grand système de grading commun, une nomenclature unifiée, culture commune et beaucoup de politiques RH très fortes qui ont été formalisées. Euh, et ça, on ne le voit pas comme une centralisation, mais plutôt comme une homogénéisation, une mise en cohérence. Et ce que je disais tout à l'heure par rapport aux bailleurs de fonds, c'est que naturellement, la dimension RSE s'est imposée par cette voie externe qui sont nos bailleurs de fonds, parce que nos partenaires financiers, et on en a un bon nombre qui sont très connus, ils sont très regardants, très exigeants, et ils suivent avec nous de très près ces pratiques d'emploi, d'équité de genre, de conditions de travail. Et puis, cette exigence, elle a aussi fait que nous, de notre côté, on a beaucoup professionnalisé et accéléré notre structure de façon très concrète. Merci. Alors, je vois que le temps passe. Donc, si on veut avoir un petit peu de temps pour la partie IA et technologie dans les processus RH, on va peut-être commencer, Patrick, par toi, puisque on voulait aussi évoquer l'évolution des outils RH, alors à la fois côté IA et effectivement des cabinets de recrutement dans l'accompagnement de ces enjeux de talent. Merci. Alors, avant d'aller sur ces Oui, sujets-là, un mot sur le sujet précédent, oui, je t'en prie. parce que même si on n'est pas euh, une entreprise en tant que telle, lorsqu'on répond par exemple à des appels d'offres, il nous est très, très, très souvent demandé de produire tout un tas de compliance, d'attestations EcoVadis, de RGDP, de plein de choses comme ça. Donc, y compris pour les cabinets de recrutement, on est aussi assujetti à ces sujets de SD et de RSE. Voilà. Vous êtes dans la chaîne de valeur. Voilà. Voilà, Donc, des entreprises françaises et européennes assujetties à ces obligations. Donc, derrière, c'est un travail de vérification, de conformité et d'engagement. voilà. Donc, je souhaitais juste Oui, non, mais compléter tu as raison, tu sur as le raison. fait qu'on est aussi un peu impacté par ça, même si c'est parfois du déclaratif ou des documents qu'on obtient par-ci par-là. Enfin, c'est pas moi qui m'en occupe, mais on a à fournir un certain nombre de documents.
Sur l'évolution des outils RH, évidemment, avec la technologie, les ressources humaines connaissent une modernisation qui est très importante aujourd'hui. Euh, ce que nous, on fait, et ce qu'on nous, mais aussi ce que les entreprises qu'on conseille font, adoptent beaucoup de choses que beaucoup dans la salle utilisent aussi, parce que j'ai rencontré un confrère tout à l'heure qui a une plateforme ATS. Il y a des plateformes de recrutement en ligne qui sont beaucoup développées, notamment, je parle de l'Afrique, hein, qui sont beaucoup développées en Afrique, qui viennent frontalement nous concurrencer. Il y a beaucoup d'outils d'IA d'analyse de données qui permettent aujourd'hui d'aller très, très, très vite dans le tri de CV volumétrique. Il y a, je parlais tout à l'heure de mapping, en tout cas de cartographie de compétences des diasporas. L'IA nous permet aujourd'hui d'aller très, très, très loin dans le mapping et d'aller plus vite. Euh, et puis, euh, euh, Ce qu'on oublie souvent, c'est l'évaluation de compétences à distance. Tous ces tests psychométriques qu'on a aujourd'hui, qu'on utilise tous, sont boostés par ces avancées technologiques. Nous, en tant que cabinet, on est en plein là-dedans. Euh, je constate aussi que les cabinets continuent, en tout cas, avaient un rôle stratégique, mais jouent un rôle de plus en plus stratégique parce que les candidats s'adaptent un tout petit peu aux outils. Ce que je vois, c'est que nos clients nous demandent de jouer notre rôle, notre vrai rôle d'être humain d'enlever un tout petit peu l'outil technologique de la main des candidats. Et c'est là où je pense que nous, on disparaîtra si on ne garde pas cette main-là qui est de dire que un candidat, même si on fait le tri du CV par un système, le facteur humain, les facteurs d'évaluation humaine reste très, très important dans l'appréciation qu'on a d'un candidat. Euh, donc, euh, donc voilà, le risque qu'on a sur notre marché aujourd'hui du recrutement, c'est que tous ces outils technologiques vont prendre une partie des recrutements qu'on fait parce que les entreprises elles-mêmes sont capables de faire leur recrutement par ces outils. Et notre métier, en tout cas le métier que moi je fais, qui est la chasse de tête, reprend son importance parce que c'est un métier de ciblage de candidats, c'est pas un métier de production de CV à nos clients. Mhm. Merci. Alors, Patrick, du côté d'Action, donc en termes d'outils RH et d'intégration progressive de l'IA, comment ça se passe? Nous, en termes d'outils RH, en fait, on a une multitude d'outils RH qui couvrent, notre CRH, il couvre toute la partie talent management, évidemment. On a aussi la partie P, on a des applications mobiles, on a des outils des réseaux sociaux, un réseau social d'entreprise. Et notamment, notre université d'entreprise utilise également des systèmes de learning management system, Moodle pour les externes, MS 365, Microsoft 365, dans lequel est aujourd'hui intégré Copilot, et qui intègre également ChatGPT et Claude. Donc, on a tout un écosystème d'outils. Donc, aujourd'hui, l'IA aujourd'hui, les éditeurs de logiciels et les éditeurs ERP mettent à jour petit à petit. Par exemple, nous avons encore leur code pour la partie talent management. Donc, dans notre outil, dans le module recrutement, Cornerstone a mis à jour. Et puis, on a aujourd'hui un outil de tri boosté par l'IA qui sélectionne les CV. Et je rebondis sur ce que disait Patrick, parce que même si on a cet outil qui fait une présélection des CV sur la base d'un job matching entre l'offre et le CV, la dimension humaine doit être préservée parce que nous, on considère que l'IA fait un RH augmenté, mais l'IA ne peut pas faire le travail à la place ne peut pas éliminer complètement l'intervention humaine parce que, comme disait Patrick, nous restons des humains, il y a des interactions, il y a des choses que nous, recruteurs, on ressent quand on parle avec un candidat, il y a de la connexion qui doit y avoir, et puis dans même l'évaluation elle-même
du CV. Il faut qu'il y ait un humain à la fin qui regarde est-ce que les CV sélectionnés correspondent réellement à ce que nous souhaitons ou pas, et à notre ADN, à notre culture surtout, parce que nous, quand on dit on lance un projet de culture, il faut qu'il y ait une culture fit par rapport aux candidats qui vont arriver. Parce que c'est pas la peine de recruter aujourd'hui si c'est pour faire sortir la personne demain. Donc, concernant l'IA, en fait, mais par contre, il faut faire attention, puisque aujourd'hui, le château IA, comme on les appelle, donc l'utilisation non réglementée de l'IA au sein de l'entreprise peut aussi être une source de perte d'information. Donc, c'est un sujet qu'il faut où il faut qu'on sensibilise clairement les collaborateurs à ne pas utiliser les châteaux IA sur les outils de l'entreprise pour ne pas perdre de l'information et surtout injecter des informations concernant l'entreprise dans ces IA non contractuelles, on va dire. Après, juste pour compléter ce que tu dis, Michael, et je fais référence, tu es en train de parler, je me suis rappelé le dernier groupe HR Forum qu'on a organisé, où on invitait tous les DRH des filiales. Et, euh, et notre orientation sur l'IA était très claire. Euh, D'abord, euh, on a attiré l'attention sur le fait que il faut faire attention à l'effet de mode de l'IA. C'est vrai qu'aujourd'hui, toutes les organisations parlent de grande pompe de l'IA, on veut le faire, on veut l'installer, etc. Mais avant, il faut avoir la bonne stratégie, la bonne vision et choisir les bons outils qui vont être mis en place. Nous, par exemple, chez Action Télécom, et on le fait pour tout le groupe parce que c'est nous qui gérons un peu toute l'intelligence technologique pour tout le groupe. On est en pleine réflexion, identification de cette stratégie IA, qu'est-ce qu'on veut en faire, etc. Et quels sont les outils qu'on on va adopter. Bon, à titre d'exemple, certainement qu'on va y aller parce qu'on a un grand partenariat avec Microsoft et on est en pleine discussion avec eux pour mettre en place des outils. Mais pour revenir à ce que je disais, euh, notre réalité, quand on revient sur le terrain et on fait un vrai diagnostic, la réalité, c'est qu'on a des SIRH à des maturités très différentes d'un pays à un autre et d'une entité à un autre. Et avant de parler de l'IA qui est l'étape d'après, on a des sujets de base à gérer, à fixer, qui sont d'abord homogéniser pardon, le déploiement et l'utilisation de tous les SIRH, ça c'est un. Et deux, le plus important, c'est fiabiliser les données. En RH, c'est très important de s'assurer que les données sont fiables et que les process couvrent ou l'automatisation des process est à un étendu beaucoup plus général et beaucoup plus important et que tout ça est adopté par les managers parce que c'est eux qui font la gestion au quotidien de leurs équipes. Parce que, in fine, si on s'amuse à mettre une IA sur des données mauvaises, ça donne de mauvaises décisions plus rapidement, quoi. Euh, donc on est dans cette étape de développement de la stratégie et de la vision et l'identification des outils IA, mais aussi on doit très rapidement fiabiliser les données et homogénéiser le déploiement et l'usage des SIRH. Merci Reda. Alors, on a un petit peu débordé. Patrick, tu veux ajouter un dernier mot avant qu'on passe aux questions ou... Oui, oui, voilà, je vais Oui, juste rajouter vas-y, que bien sûr. l'IA est une opportunité commerciale pour nos cabinets aussi. Mhm. Parce que lorsque je parle d'opportunité commerciale, c'est que on est sur des compétences qui n'existaient pas. Donc, forcément, nos clients nous demandent de retrouver ces compétences qui n'existaient pas. Donc, nous, en tant que cabinet, on doit recruter des candidats qui n'existaient pas, que les entreprises recherchent. Donc, c'est aussi une opportunité commerciale en termes de practice. Lorsqu'on va nous demander de recruter des experts en transformation digitale ou IA, bon,
chez nous. Donc, on a créé une practice qui s'occupe de ça maintenant. Donc, au-delà d'être un outil qui permet de gagner du temps, qui permet d'accélérer les process, ainsi de suite, il y a aussi une opportunité commerciale pour nous en tant que cabinet. Mhm. Merci Patrick. Alors, avant de passer aux questions de la salle, donc on a deux questions en ligne. Alors, une première question pour Michael. Est-ce que aujourd'hui, il y a une priorité au sein du groupe Action pour recruter des profils de type juriste en droit humain? Voilà, c'est une des questions qu'on a sur notre site au sein des services de ressources humaines. Même visiblement, quelqu'un a la réponse. Voilà. Oui, donc au sein de nos équipes RH, on a effectivement une juriste spécialisée RH, mais pas forcément en droit humain, mais oui, tout à fait. Quelqu'un qui est spécialisé en droit humain ne peut qu'être excellent en matière de juriste RH. Donc oui, oui, oui. Oui. Mais aujourd'hui, l'opportunité, pour l'instant, il n'y a pas de poste disponible sur ce type d'emploi. Mais dans tous les cas, c'est des postes Ap- qui courent et le groupe grandit, hein. Après, Il y a tout- Michael, on ne sait pas aussi c'est quoi le pays. Peut-être qu'il y a des besoins Oui, là, dans je pense que l'équipe. c'est une Ouais. question un peu générale, voilà, pour Oui, oui, oui. Patrick. Nous, on dit jamais nos bonnes candidatures. On prend et on D'accord. regarde. Ah, bon, ouais, la personne pourra. Sur les Voilà. postes chez Action, ben, c'est facilement trouvable sur notre site web. Action, donc il suffit de taper juste Action sur Google et on retrouve très vite le site carrière. Mhm. Voilà. Il y a beaucoup Alors, d'opportunités. une question peut-être pour Patrick ou pour vous aussi. Est-ce que la nouvelle génération en Afrique exige-t-elle des actions plus concrètes de la part des ressources humaines en matière de diversité et d'inclusion? Je vous la laisse. Ouais, je vais la prendre parce on m'a souvent posé cette question et je la trouve très smart. Et c'est là où nous, peut-être les DRH un peu, je dirais pas de l'ancienne génération, mais quand même relativement par rapport aux nouvelles générations, on commence à nous appeler les anciens. Euh, c'est là où il faut qu'on soit beaucoup plus attentif à ce genre de sujet. Les exigences, il y a eu une mutation complète des exigences entre les anciens candidats et les nouveaux candidats, en parlant de changement de génération. Aujourd'hui, par exemple, moi, ce que je vois, ce que je constate le plus, c'est que de plus en plus les générations d'aujourd'hui ne viennent plus pour uniquement le package. Euh, quand on termine l'entretien, euh, on dit est-ce que vous avez des questions? 90% des candidats ont des questions. Ils questionnent la stratégie de l'entreprise, ils questionnent la vision, ils questionnent l'orientation, etc. Ils sont curieux de savoir c'est quoi l'EVP, donc l'Employer Value, la proposition de valeur dont parlait Michael. Ils veulent savoir qu'est-ce qu'on a dans la proposition de valeur. Ils parlent beaucoup de télétravail, etc. Ça, c'est la nouvelle, ça, c'est la mode. Mais surtout, 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 et c'est ça ce que moi je retiens dans tout ça, de plus en plus, les nouvelles générations sont très portées par l'impact. Qu'est-ce que moi, dans ma position, chez vous, dans votre entreprise, quel impact j'aurai sur la société et quel est aujourd'hui le rôle sociétal de votre entreprise? L'impact est devenu un sujet très sensible. Puis quoi aussi, bon voilà, ils sont beaucoup plus regardants à tout ça. L'impact est devenu très très important. Et le groupe Action est particulièrement engagé sur les questions d'impact Oui, et a une Ouais. approche vraiment très structurée sur les questions de recherche d'impact, autant dans la gestion des impacts négatifs, les enjeux ESG, ok, qui est une contribution aux objectifs de développement durable, hein, puisque réduire sa consommation d'eau est en soi la gestion d'un impact négatif, de la gestion positive d'un impact négatif, que de la recherche d'impact positif. Pour aller plus loin et sur ce ce n'est sujet, pas, Pierre Samuel, ce n'est pas parce que je suis d'action, hein, parce que
c'est pas uniquement que du marketing, hein. On se l'impose Je, aussi en interne. je, Euh, l'empreinte je sais, carbone, ouais, c'est pas parce l'empreinte que carbone, ouais, ouais. ouais. C'est pas parce que j'ai travaillé un peu pour vous que je vais passer de la brosse à reluire. Je vais juste pouvoir évoquer ce que j'ai pu constater. C'est ça mon sujet. Donc, en effet, il y a cette réalité. Personne n'est parfait, rien n'est parfait. Sur les questions de RSE, de manière générale, c'est une démarche de progrès. Donc, c'est un chemin et on n'est jamais totalement arrivé. Mais voilà, je voulais quand même saluer ce point-là, puisque c'est quand même un point qui est notable et j'ai eu l'occasion d'y contribuer par le passé. Et en termes de contribution, justement, et pour articuler nos différents sujets, parce que c'est assez drôle, je vous renvoie sur la question de l'intelligence artificielle euh, qui est susceptible de révolutionner la RSE en augmentant les capacités d'inclusion. L'inclusion et la diversité. C'est vraiment une opportunité stratégique sur le sujet et je vous renvoie à une tribune que j'ai écrite et publiée dans CIO Mag et qui s'appelle L'intelligence artificielle en Afrique vers une RSE de l'inclusion systémique. Voilà, il y aura quelques food for thoughts. Alors, C'est oui, pas moi qui ai posé la question. oui, oui, Ah bon? oui, Patrick, vas-y. Je ne sais pas si ça répond à la question, mais sur l'inclusion, j'ai certains clients qui exigent que dans nos shortlists, on ait 50% de femmes, 50% d'hommes, par exemple. C'est des choix, ils ne regardent même pas les shortlists s'il n'y a pas 50-50. Mhm. De la même Principe façon, de parité. voilà, il y en a qui exigent aussi que, on aille chercher des Africains parce qu'ils veulent africaniser les états-majors. Donc, voilà. Et vous retrouvez ces fondamentaux, en fait, dans les principes ESG et les principes d'impact de la Banque mondiale. On parlait des bailleurs de fonds tout à l'heure et le fait que c'était beaucoup drainé par les bailleurs de fonds, mais c'est une condition de financement qui se découle ensuite jusque sur l'IFC, la BEI, l'AFD, le Trésor public français. Voilà, donc et donc derrière, voilà, c'est enclenché au départ par ces principes ESG et principes d'impact de la Banque mondiale. Alors, est-ce qu'il y a des questions comme voilà, il nous reste 5 petites minutes, des questions en salle peut-être. Alors, donc Gilles Marc de Actis Africa. Oui, j'ai une question, on l'a un tout petit peu évoqué avec le cas du Brochet, mais on n'a pas tellement parlé, c'est les représentations syndicales et délégations du personnel. Quand on prend des directions d'entreprise, comme on le fait régulièrement, soit pour les retourner, pour les faire avancer vers une nouvelle étape, on se heurte, on se coltine même régulièrement avec des représentations du personnel qui ont comment dire, des réticences variables en fonction du pays. Certains sont assez doux et constructifs, mais on rencontre aussi des représentations du personnel particulièrement difficiles auprès desquelles notre CGT, notre Sudrail en France, c'est un peu doux. Ma question, est-ce qu'il y a via Zoom, Teams et maintenant les facilités de communication à travers le continent, des convergences, des délégations du personnel et surtout des syndicats qui se coordonnent entre différents pays et qui essaient de monter des politiques communes, etc. Voilà, l'expérience d'Action pourrait être, enfin, en tout cas, m'intéresse, donc je pose à Action et puis à tout le monde. Ce qu'on voit pour l'instant, c'est que dans les pays où nous sommes, les syndicats sont surtout nationaux encore et il y a pas, on ne voit pas vraiment encore de coordination interpays, intersyndicaux entre les pays. Mais par contre, elle reste très active au niveau national. D'autres questions? Oui, alors. Je suis Houda Balakat, directrice générale de ce Maroc. C'est la Fondation marocaine d'éducation pour l'emploi. On parlait inclusion tout à l'heure et j'ai noté les contraintes que vous rencontrez en termes de recrutement. Et c'est des contraintes, je vous rassure, qui sont applicables à toutes les entreprises, peu importe le pays, en Afrique ou en Europe. Il y a toujours un shortage sur les pipelines de talents. Maintenant, cette pipeline, elle se construit pas du jour au lendemain, hein. C'est vraiment toute une chaîne de valeur. Ça commence par l'orientation scolaire jusqu'à diplomation et par la suite, justement, ressortir sur le marché du travail. En tant qu'association qui travaille pour l'éducation et l'emploi, on travaille sur ce matching entre les besoins et les compétences. Et ce qu'on a remarqué, c'est effectivement les entreprises, je comprends la contrainte business, c'est de trouver les talents
ready from day one. Et donc, on cherche les grandes écoles, on cherche les diplômes, les ingénieurs, mais on a beaucoup de talents dans des profils qui n'ont malheureusement par mauvais choix sur l'orientation, ou bien par incapacité de financer les grandes études, ben, ils n'ont pas les diplômes d'ingénieur, mais ils ont cette capacité d'adaptation et d'apprentissage. Et les projets sur lesquels on travaille, nous, c'est des projets de reconversion professionnelle. Est-ce que Action a mené quelques projets similaires où on prend des jeunes qui, sur papier, ne répondent pas forcément aux besoins du poste, mais qu'on forme, qu'on prépare et qu'on intègre? Limite, qu'on les prenne au moment de la formation en université ou bien en centre de formation professionnelle et on les accompagne par des stages d'alternance et ils sont prêts à l'emploi dès qu'ils sortent du circuit en fait, d'apprentissage. Ouais. En fait, je rebondis sur le dernier point que vous avez évoqué. Particulièrement dans notre secteur properties, nous avons effectivement développé un programme comme cela. On a pris des jeunes qui n'ont pas qui n'ont pas un niveau exceptionnel, qui ont arrêté, qui ne sont pas allés à l'université, qu'on a formés. On a financé des associations, des centres de formation qui, eux, sont allés former ces jeunes-là et qu'on a repris dans notre division property, puisque dans notre division properties, ça intègre non seulement l'immobilier, mais ça intègre aussi la partie hôtellerie. Donc, on a plusieurs personnes qu'on a repris dans le cadre de ces activités, des gens qui font de la plomberie, de l'électricité, des gens qui sont dans l'hôtellerie, qui travaillent dans l'hôtellerie. Donc, on a beaucoup fait ça sur la partie properties et dans les autres secteurs d'activité parce qu'on a également un problème pénurique sur les profils techniques des femmes. Donc, il y a quelques entités chez nous qui ont commencé à faire ce programme. C'est que on fait de l'orientation pré-professionnelle dès le jeune âge des jeunes filles dans les collèges. Donc, dans les classes de troisième, seconde, terminale, il y a on envoie nos HRBP, on envoie nos collaborateurs pour aller témoigner de leurs collaboratrices plutôt, pour aller témoigner de leur succès. Et puis, du fait que non, les métiers techniques ne sont pas interdits aux femmes. Les métiers techniques aussi il n'y a pas de métier d'homme. Les métiers sont ouverts à tout le monde, qu'on soit homme ou femme. Et en fait, on est en train de pousser depuis le collège dans les universités et on est en train même d'ouvrir certaines bourses aux filles, aux jeunes filles qui sont méritantes. Après, Michael, on peut aussi parler d'une autre success story un peu plus high level, hein, dans Action Télécom, l'école 42. Ouais. Je pense que vous connaissez tous l'école 42 en France. Donc, nous, on a un très grand partenariat donc avec Xavier Niel pour déployer des écoles 42 un peu partout en Afrique. Donc, on a une à Madagascar, on vient de lancer une au Togo, bientôt au Sénégal. Et donc, l'objectif, c'est d'avoir une école 42 par pays d'implantation d'Action. Et ce qu'on fait dedans, c'est que on donne la possibilité à des jeunes pas forcément diplômés, qui sont juste passionnés par le monde de l'IT. Et c'est à nous de les former. Donc ça, c'est plusieurs années, c'est tout un parcours de formation. Et on n'exige pas à ce qu'ils travaillent pour nous à la fin, hein, mais bien sûr, l'intention, c'est une action sociétale, mais aussi notre objectif, c'est aussi d'en récupérer les meilleurs, ça c'est sûr. Mais voilà, ça aussi, c'est une success story. Et juste pour dire que oui, on a quand même des investissements dans le potentiel, pas uniquement le diplôme. Et même dans notre politique de recrutement, notre credo, c'est de ne pas regarder les diplômes. Le diplôme, c'est pas le top one, critère top one. On regarde surtout le potentiel, pas le diplôme, ni l'école. C'est un plus, l'école ou le diplôme. Merci Reda. Oui, Michael? Alors, je voulais m'excuser parce que j'ai un hard stop. J'ai un rendez-vous dans 10 minutes dans un Oui, oui, bâtiment non, mais qui est. on a déjà débordé nous-mêmes de 5 minutes. Donc,
Voilà, En- donc je vous remercie infiniment d'avoir participé à l'événement. Et puis, donc, je remercie aussi Patrick d'être là, d'être venu. Et donc, bah, je souhaite à tout le monde d'excellentes vacances. Pierre Samuel, merci. Et un donc, plaisir. ben, nous nous retrouverons comme d'habitude fin septembre, début octobre pour la prochaine commission RH. Merci à tous. Merci. Merci beaucoup pour l'invitation et très bonne continuation à tout le monde. Invitation. Merci, Au Michael. revoir. Merci.